Vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage à la surface d'une autre planète. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter la dernière version du navigateur Opera, Opera One R2, qui permet de plugger dans votre navigateur toutes les applications que vous utilisez et rend votre lecteur de musique préféré accessible en 2 coups de clic sans avoir besoin de changer de fenêtre. L'interface est magnifique et on peut même la configurer selon ses envies, grâce aux nombreux thèmes qui nous sont proposés et qui permettent d'entièrement personnaliser l'aspect des fenêtres de navigation, depuis leur couleur jusqu'à leur mouvement. Et si vous avez un petit souci pour organiser vos onglets, Opera va révolutionner votre façon de travailler. Car le navigateur identifie ceux d'un même type et permet de les fermer et de les ouvrir d'un bloc et de les organiser par projet, en espaces de travail différents, en îlots d'onglets indépendants. Et en faisant glisser ces onglets vers le bas, on peut même les transformer en écran partagé, ce qui fait gagner un temps fou et simplifie la vie. Intégré au navigateur, il y a même Aria, l'outil IA d'Opera, accessible d'un seul raccourci clavier, CTRL/, et qui peut vous générer des images, en interpréter d'autres que vous souhaitez décrypter, rédiger du texte selon vos besoins pour vous faciliter la vie, et beaucoup d'autres choses encore. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Opera dispose d'un lecteur détachable qui transforme vos vidéos en modules flottants et permet de littéralement les déplacer, les emmener avec vous quand vous changez de fenêtre. Ce qui est parfait si vous aimez comme moi faire plusieurs choses à la fois. Pour avoir la chance d'essayer Opera One R2, il vous suffit simplement de vous rendre sur le lien que je vous ai mis en description. Malheureusement, dans mon cas, je n'ai pas internet, étant donné que je suis posé là, à la surface d'une autre planète, dont vous ne verrez que de vraies images au cours de cet épisode. Salut, moi c'est Persévérance, je suis un robot, un rover actuellement posé à la surface de Mars. Et je suis un survivant sur la sellette. Nous ne sommes plus que 2 robots à être actifs sur l'ensemble de la planète. Le second, c'est lui, Curiosity, qui se situe à 3700 km de là où je me trouve actuellement. Quand le jour se lève sur Mars, nous, les robots, explorons pour vous, les humains, ce monde sur lequel nous sommes vos oreilles et vos yeux. Pour vous, ici, on collecte, on analyse et l'on prend des milliers de photos. Je vous propose donc un deal. Moi, je vous montre une sélection des clichés les plus fascinants qu'on ait réalisés et je vous raconte ce qu'on y a découvert. Et vous, en échange, vous profitez simplement de ce voyage à la surface d'un autre monde. Vous regardez de vraies images d'une autre planète et vous écoutez notre histoire. Une histoire d'aventure et d'exploration pleine de rebondissements, de pannes et d'enlisements, avec son lot de découvertes fabuleuses, d'espoir et de drames. Une histoire qui implique principalement 4 robots, Spirit, Opportunity, Curiosity et moi-même. Les 4 fantastiques que vous avez envoyés ici s'éteindre sur un autre monde, et qui, au cours des 2 dernières décennies, ont pris la quasi-totalité des clichés que vous verrez aujourd'hui. Par où commencer pour vous raconter notre histoire? Peut-être par planter le décor de là où l'on est. Mars est un désert sans fin, d'une beauté austère. Une planète géologiquement morte où tout semble recouvert d'une fine couche de poussière rouillée. Formée par l'accumulation pendant des millions d'années de particules ferreuses qui, avec le temps, se sont oxydées. Dans ces paysages désertiques et poussiéreux d'une beauté à couper le souffle, vous, humains, ne pourriez pas respirer. Car l'atmosphère martienne, composée en très grande majorité de dioxyde de carbone, est si ténue qu'il y a autant d'air ici en surface qu'à 18 km d'altitude sur votre planète. Sur ce monde, la pression atmosphérique est si faible que si de la glace d'eau est chauffée au soleil, elle se sublime, passant immédiatement à l'état de vapeur, sans devenir liquide. Sur Mars, le sol n'a pas connu de pluie depuis vraisemblablement plusieurs milliards d'années. Les dernières éruptions volcaniques remontent à la nuit des temps. Et sans mouvement de plaques tectoniques, seules les chutes occasionnelles de météorites, les réactions chimiques qui font rouiller les roches et l'abrasion incessante par le vent sont en mesure de modifier le décor. Partout à l'horizon, dans toutes les directions, c'est une planète aride, dénudée et glaciale. Au petit matin martien, il fait près de -80 degrés. Et l'amplitude thermique peut être colossale.
Entre l'aube et midi, il n'est pas rare que le thermomètre prenne pratiquement 100 degrés en l'espace d'une demi-journée. En hiver, le froid est si mordant qu'au pôle, un quart de l'atmosphère congèle et se dépose au sol en formant de vastes dépôts de glace carbonique. Et pourtant, cet endroit, c'est le plus hospitalier du système solaire, en dehors de la Terre. Si vous nous avez envoyés ici, nous, machines bardées de capteurs et d'instruments scientifiques, c'est d'ailleurs dans l'espoir d'y trouver des traces de vos semblables, des preuves de la présence d'autres êtres vivants, ailleurs dans le système solaire. Pour être tout à fait honnête, nous ne sommes pas les premiers rovers à nous poser sur cette planète. Avant nous, d'autres sont venus, mais tous ont été rapidement fauchés par l'hostilité de ce monde. En 1971, la sonde soviétique Mars 3 a été la première à se poser dans ces paysages. Elle nous a transmis des données illisibles pendant 15 secondes avant de couper toute communication. 5 ans plus tard, les sondes Viking 1 et 2 nous ont envoyé les toutes premières images détaillées de la surface de la planète rouge. Dépourvues de roues et incapables de se déplacer, elles resteront plusieurs années au même endroit, à collecter des données. Et puis, en 1997, le petit rover Sojourner, qui survécut pendant 3 mois en surface et que vous voyez actuellement à l'image, a parcouru près de 100 mètres avant de succomber. En fait, l'exploration de la surface de Mars n'a véritablement commencé qu'avec l'arrivée de Spirit et d'Opportunity. Car ces 2 rovers, qui en 2004 ont atterri pratiquement en même temps de part et d'autre de la planète, ont accompli des prouesses. Le premier, conçu à l'origine pour une durée de 90 jours, a survécu pendant plus de 6 ans dans l'environnement martien extrême. 6 ans au cours desquels il a réalisé de splendides panoramas et parcouru près de 8 km avant de s'embourber dans une dune de sable où il resta piégé pendant près d'1 an. Fonctionnel mais enlisé, le rover n'a jamais pu générer suffisamment d'énergie à l'aide de ses panneaux solaires pour s'extirper de ce piège. Et la poussière martienne qui s'accumulait finit par avoir raison de ses dernières forces. Lorsque Spirit a rendu l'âme, ou plutôt les programmes, Opportunity arpentait encore les vastes plaines martiennes. Et c'est seulement après 14 années d'une existence sans peur et sans douleur, passée à naviguer entre les roches et sous un ciel étranger, que cette incarnation du dévouement mécanique essuya une énorme tempête de poussière planétaire qui finit par le laisser à l'agonie. Et Opportunity est à son tour entré dans un sommeil dont il ne se réveilla jamais. Vous voyez actuellement s'afficher à l'écran le dernier message incomplet que le rover vous a envoyé et qui tente de vous dire « Ma batterie est faible et il commence à faire noir ». Arrivés au bout de leur mission, ces 2 rovers, une fois leur batterie vidée, sont morts de froid. Ce sont eux, les véritables pionniers, qui ont ouvert la voie. Car avec leurs quelques 300 000 clichés combinés et leurs millions de données transférées, ils ont changé à jamais notre vision de la planète rouge, en montrant que par le passé, sur cette dernière, de l'eau a coulé en quantité. Depuis qu'ils se sont éteints sur le sol martien, Curiosity et moi-même avons repris le flambeau. Et dans les paysages hostiles et désertiques de Mars, nous faisons face aux mêmes dangers, aux mêmes menaces. Malgré nos 6 roues à propulsion indépendante et notre capacité à nous incliner jusqu'à 45 degrés, ces immenses étendues arides, ces flancs de cratères d'impact, ces anciens lits de rivières asséchés, dissimulent souvent derrière l'horizon ou au détour d'une crête escarpée de dangereux terrains accidentés qu'il nous faut éviter. Il y a les roches trop imposantes qu'il faut contourner et celles sur lesquelles il nous faut rouler. Parfois acérés comme des couteaux, des blocs d'origine volcanique peuvent perforer nos roues. Si bien que chaque rover a connu ici son lot de déboires et de demi-tours. Souvent, pour éviter d'être enlisé, il faut rebrousser chemin. Et parfois, l'on est même contraint de progresser en marche arrière. 2 ans après son arrivée à la surface de Mars, Spirit a cassé l'une de ses roues avant. Il poursuivit la totalité de sa mission en conduisant à reculons. Et puis, il y a les dunes, par centaines, par milliers. D'immenses champs de dunes qui se déplacent lentement, en migrant d'à peine 1 mètre par an.
Poussés par le vent martien, ces vagues de sable émouvant constituent un danger de tous les instants. Certaines, composées de sable basaltique sombre, peuvent atteindre des dizaines de mètres de haut. Y enfoncer trop profondément les roues pour un robot, c'est en faire son tombeau. La seconde difficulté qui peut se transformer en énorme danger, c'est l'impossibilité pour vous de pouvoir nous commander en temps réel. Nous sommes séparés par l'espace et le temps. Nous ne sommes pas sur la même planète, si bien que toute prise de décision est nécessairement décalée. La distance moyenne entre la Terre et Mars est de 225 millions de kilomètres. Et en fonction de leur position, il faut entre 6 et 44 minutes aux ondes radio pour franchir la distance qui sépare votre planète bleue de la rouge. Et puis, tous les 2 ans, lorsque Mars passe derrière le Soleil, le signal qui permet de nous relier perd alors en qualité. Et les communications avec les rovers qui pourraient être brouillées par les particules énergétiques provenant de notre étoile sont mises en sommeil pendant environ 2 semaines. Livrés à nous-mêmes, nous n'exécutons alors plus que les tâches minimum. Aucun déplacement, aucun mouvement de bras mécanique. Seules quelques mesures météo et des photos. En réalité, même lorsque la connexion est efficace, c'est nous qui sommes aux commandes. Il n'y a pas de joystick ou de volant pour nous piloter. Sur Terre, vous planifiez les activités de la journée qui nous sont envoyées en une seule fois. Et c'est ensuite nous qui naviguons à vue, qui conduisons tout seuls, avec toujours une extrême prudence. Car chaque petit tour de roue, pour nous les robots, est une grande avancée pour l'humanité. Et vous n'imaginez pas la lenteur à laquelle on progresse. Les vidéos qui nous montrent en train d'explorer ces paysages desséchés sont souvent extrêmement accélérées. La plupart du temps, je ne parcours guère plus de 200 mètres en une journée. Lors de ses 2 premiers mois sur Mars, Curiosity, lui, ne s'est déplacé que de 400 mètres. Et au bout d'1 an sur la planète rouge, il n'avait parcouru qu'1 km 600. Il faut dire qu'ici, sur ce territoire où personne n'est jamais venu, chaque prélèvement est une plongée dans l'inconnu. Chaque mètre une découverte, chaque cliché une première. Alors évidemment, on prend son temps. Mis bout à bout sur de longues durées, ces petites avancées finissent par s'accumuler. Et au bout d'une année de présence sur Mars, Curiosity avait déjà envoyé 70 000 images sur Terre. Et en 14 années d'exploration, Opportunity avait parcouru une distance totale équivalente à celle d'un marathon. Mais la plus terrible des épreuves que vous nous laissez affronter tout seul est certainement celle de l'atterrissage. Car pour nous poser sur Mars, il nous a fallu surmonter ce que les ingénieurs appellent les 7 minutes de terreur. 7 minutes situées entre l'entrée dans l'atmosphère et le moment où nous avons touché le sol. Et durant lesquelles, chacun d'entre nous a été livré à lui-même, à ses programmes, ses procédures, ses automatismes que vous nous avez inculqués. Durant ce laps de temps effrayant, si quelque chose tourne mal, aucune correction de trajectoire depuis la Terre n'est possible. Nous sommes seuls aux commandes. Et un silence prolongé au-delà de l'instant prévu pour la réception du signal d'atterrissage signifie souvent que l'opération a très mal tourné. Et que sur la planète rouge gît une machine au milieu d'une flaque de boulons. Mars offre de nombreuses autres occasions de mourir, et le danger le plus présent, et sûrement le plus insidieux, est devant vous à l'image, en suspension dans l'air. Car la présence de poussière constitue une menace continue. Une fois soulevé par les variations de température dans un air si sec qu'il se charge en électricité, ces grains de quelques dizaines de microns peuvent rester en suspension dans l'air pendant des mois. Quand vous dépendez de l'énergie du soleil pour avancer, ces fines particules qui s'immiscent partout et se déposent sur vos panneaux solaires peuvent être de véritables plaies. En 2009, le rover Spirit, grandement affaibli par ces dépôts continus de poussière, dut rester sans bouger pendant plus de 8 mois afin de recharger ses batteries. Parfois, ces nuages de poussière prennent même des proportions affolantes. En 2018, Curiosity se retrouva au cœur d'une tempête couvrant 35 millions de kilomètres carrés, soit un quart de la surface de toute la planète. Doté comme moi d'une batterie qui ne tire pas son énergie des rayons solaires, mais de processus de désintégration nucléaire, le rover n'avait que faire de se retrouver au cœur d'une tempête de poussière. Mais de l'autre côté de la planète,
à 8400 km de là, Opportunity s'apprêtait à vivre ses derniers instants. Car ces particules, en venant recouvrir ses panneaux solaires, l'ont privé d'énergie et le rover est entré dans une hibernation de laquelle il n'est jamais sorti. Tous les 3 ans martiens en moyenne, l'un de ces phénomènes à l'origine locale gonfle jusqu'à atteindre des dimensions colossales, enveloppant progressivement l'ensemble de Mars d'un manteau brun orangé. Une tempête dégénère en phénomène planétaire. Au cœur de ces dernières, la faible densité atmosphérique martienne fait que les rafales de vent avoisinant les 100 km/h ne peuvent que soulever des particules dont la consistance est proche de celle du talc. Absolument partout en surface, le ciel s'assombrit. Et moins d'1% de la lumière solaire parvient encore jusqu'au sol, si bien qu'en plein jour, il peut se mettre à faire pratiquement nuit. Heureusement, ici, le vent peut également s'avérer être un allié. Ces tourbillons qui se forment régulièrement sur Mars lorsque le Soleil en réchauffe la surface sont des diables de poussière. Ces étonnantes structures qui peuvent faire pour les plus imposantes plusieurs dizaines de mètres de large et s'élever sur des centaines de mètres dans le ciel martien. Nous en avons capturé des centaines en images. Certains de ces diables nous sont même passés dessus. Et ce faisant, ils ont indirectement permis de sauver des rovers. En 2005, alors que la production d'électricité de Spirit était tombée à un niveau critique, un diable est venu chasser de ses puissants vents tourbillonnants une partie de la poussière accumulée sur les panneaux solaires, permettant ainsi au robot de recharger ses batteries, ranimant la flamme que l'on pensait éteinte. Et maintenant que vous avez pris conscience de ce que nous endurons pour mener à bien notre mission, je pense qu'il est temps que je vous raconte ce que l'on a trouvé. Toutes les observations que nous avons réalisées sont venues confirmer ce que les images des satellites d'observation en orbite laissaient supposer. Mars a été, par le passé, une planète humide sur laquelle il pleuvait. Une planète dotée de rivières, de lacs et peut-être même d'un océan. Dans ces paysages, l'on retrouve des dépôts d'inondations, des traces de ruissellement et de vastes réseaux d'écoulement fossilisés. En arpentant la plaine Meridiani, Opportunity a mis à jour des trésors géologiques. Dans cette gigantesque étendue plate ponctuée de cratères et de dunes, le rover a découvert de petites roches sphériques, riches en hématite, que l'on a surnommées les myrtilles martiennes et qui ne peuvent se former qu'en présence d'eau en quantité. Dans les strates exposées à l'air libre des cratères qu'il a visités, le rover a trouvé des formations riches en sulfate, dont la présence nous dit que ce désert était autrefois une région humide, où des eaux riches en minéraux circulaient sous la surface, ou s'évaporaient à proximité, en laissant derrière eux des dépôts salins. Regardez bien cette image, elle a été prise par le satellite d'observation Mars Reconnaissance Orbiter, alors qu'il passait au-dessus de ce cratère de 750 mètres de large, au moment où Opportunity s'aventurait sur ses flancs. Si l'on prête attention, on peut y distinguer le rover, qui passa près de 2 ans à longer les bords de ce cratère, en roulant sur les rives d'anciennes plages éphémères. Tous les paysages que nous avons traversés, chaque cratère visité, et dont la violence des impacts qui les ont creusés nous ont révélé des couches cachées en profondeur, ne font que nous raconter la même histoire. Par le passé, il y a de cela plusieurs milliards d'années, Mars la rouge a eu d'autres couleurs. Dans les archives de pierre et de poussière de la planète, à côté des basaltes qui nous content un passé mouvementé où la surface de Mars était secouée par des éruptions volcaniques titanesques, on trouve des traces de lacs et de rivières asséchées et depuis longtemps disparues. Là où Curiosity a concentré son périple, dans le cratère Gale, immense amphithéâtre naturel de 154 km de diamètre, ceinturé de falaises et dominé en son centre par le mont Sharp, une montagne stratifiée et sculptée par le vent, s'élevant à plus de 5 km au-dessus du fond de l'édifice. Le rover a révélé la présence de minéraux argileux. En forant le sol et en prélevant des échantillons de sédiments compactés, il a montré qu'environ 2% de la matière argileuse collectée était constituée d'eau.
Autrement dit, ce sol parsemé de roches fracturées et de dalles de boue séchée, sur lesquelles Curiosity s'est posée, était autrefois un vaste lac alimenté par des cours d'eau. C'est dans cette région qu'un soir, peu après le coucher du soleil, Curiosity tourna sa caméra vers le ciel pour y photographier notre monde d'origine. Ce point brillant au-dessus de l'horizon n'est pas une étoile, mais la Terre, votre planète, vue depuis la surface de Mars, qui était au moment de la prise de ce cliché, à 160 millions de kilomètres de vous. Et puis, après avoir passé 2 années à étudier le fond du lac géant asséché, Curiosity, que vous pouvez voir ici immortalisé depuis l'espace, alors qu'il progressait entre les dunes sombres de sable basaltique et les successions de collines argileuses, a commencé à gravir les flancs imposants du mont Sharp. Et depuis qu'il s'attaque à ces pentes, il n'a cessé de traverser des paysages, marqués par le passage des eaux et leur repli progressif. Un soir où le ciel était particulièrement dégagé, Curiosity en profita pour immortaliser un coucher de soleil martien, qui, sur la planète rouge, du fait de la composition de l'atmosphère, possède la particularité de tirer vers le bleu. Ici, le rover a roulé dans le lit d'une rivière asséchée. Là, il y a des milliards d'années, des torrents éphémères se sont déchaînés. Ailleurs, ce sont la présence de galets arrondis par le mouvement de l'eau, et des roches sédimentaires stratifiées, qui, comme les pages d'un livre gardant en mémoire les variations de cycles saisonniers, nous murmurent l'histoire de dépôts successifs, d'hivers rigoureux et d'étés plus doux. Curiosity a permis de montrer que le cratère au milieu duquel trône le mont Sharp a autrefois été une gigantesque cuvette alimentée en eau par de puissantes rivières, avant que ces dernières ne se tarissent et que le lac s'évapore. Et alors que sa mission était à l'origine censée durer 2 années, cela va bientôt en faire 13 que le rover est actif sur Mars. Couvert de poussière légèrement cabossée et certaines de ses roues trouées par des roches acérées, il est toujours en vie, vous diriez fonctionnel. Et ce laboratoire mobile de 900 kg, qui a parcouru 32 km sur le sol martien depuis son arrivée, et gravi les flancs du mont Sharp depuis maintenant 1 décennie, persévère. Il est aujourd'hui à 630 mètres au-dessus du plancher du cratère sur lequel il avait atterri. Quant à moi, bien que je sois le dernier arrivé, et en surface depuis 4 ans maintenant, toutes les découvertes que j'ai faites vont dans le même sens. Il faut que je vous montre là où j'ai atterri. Sur ces images reconstituées, vous pouvez voir le cratère G0. Un édifice imposant de 45 km de diamètre, dans lequel semble se déverser et converger tout un réseau d'écoulement. Et c'est au milieu de cette zone, à proximité d'un ancien delta fluvial, que je me suis posé. J'y ai passé la première année de ma mission, à explorer cet ancien lac éphémère, en compagnie de mon fidèle petit hélicoptère. Lui, c'est Ingenuity, le premier engin à voler sur une autre planète. Doté de pales tournant 4 fois plus rapidement que celles des drones sur Terre, afin de prendre appui sur l'air martien, il me permet de prendre de la hauteur, d'avoir une vue d'ensemble, pour choisir le chemin le plus approprié, pour éviter les dangers. Sur certains des clichés réalisés par ce fantastique éclaireur, on peut me voir perdu dans l'immensité de sable et de roches qui nous entourent. Parfois, c'est sur les photos que j'ai prises que se dissimule entre les blocs de pierre la frêle silhouette de mon hélicoptère. Dans ces paysages, j'ai tiré au laser sur quantité de cailloux pour les analyser. J'ai fait des trous un peu partout, trouvé de la boue, des carbonates et des argiles formées en présence d'eau. Et puis j'ai foré des roches pour récolter des échantillons, que j'ai ensuite déposés sur le sol. Regardez bien, on peut en voir plusieurs sur cette image. Dans les années 2030, une mission de la NASA devrait venir les récupérer et les renvoyer chez vous, pour que vous puissiez les analyser et ainsi avoir une fenêtre ouverte avec vue sur les détails de l'histoire martienne. Dans ces plaines, j'ai enregistré le passage du Soleil. Ici, je l'ai capturé lorsqu'il était à son zénith, à midi. Là, à peu de choses près, au moment du couchant.
Lors d'une pause de maintenance, j'ai même capturé une journée martienne entière en observant les ombres défiler et la lumière progressivement décliner. En décollant ma caméra du sol pour la diriger vers le ciel, j'ai même pu assister à une éclipse solaire partielle en voyant passer devant notre étoile Phobos, la plus grande des 2 lunes martiennes. Et puis je me suis dirigé vers l'immense delta fluvial fossilisé, dont la formation en éventail a été construite par les dépôts successifs de matières charriées par de puissants torrents, qui, après s'être jetés dans le lac, voyaient leur courant ralentir et recracher les blocs parfois gigantesques qu'ils pouvaient charrier. En m'aventurant dans les hauteurs de ce delta, j'ai découvert des structures complexes de couches de sédiments empilées. J'ai roulé sur des sols parsemés de galets arrondis, sur des rochers courbés et striés par le passage d'anciens cours d'eau déchaînés, et contourné des blocs énormes déplacés par de puissants courants. En prenant en compte toutes mes découvertes, et au regard de la taille des vastes parois qui ceinturent l'ancien système fluvial, les chercheurs ont pu en déduire qu'il y a environ 3,5 milliards d'années, coulait ici une rivière qui se jetait dans le cratère. Ou plutôt un fleuve éphémère, dont on a pu estimer le débit à quelque chose de similaire à celui du Mississippi. Incontestablement, il fut un temps où sur Mars l'eau coulait abondamment, où la planète possédait des rivières, des lacs et peut-être même des mers. Alors qu'est-il arrivé à ce monde et où toute cette eau est-elle passée? On pense aujourd'hui que la planète Mars, qui est 10 fois moins massive que la Terre, et dotée d'un noyau central bien plus petit que le nôtre, a rapidement perdu son champ magnétique. Dépourvue de boucliers protecteurs, la planète rouge se serait alors retrouvée exposée aux coups de colère de notre étoile, dont les puissants vents solaires seraient venus progressivement arracher une grande partie de son atmosphère. Les températures de surface auraient par la suite drastiquement chuté, et l'eau n'ayant pas fini piégée dans les calottes glaciaires ou gelée dans le sous-sol, se serait évaporée et aurait lentement filé dans l'espace. Si bien qu'on estime que la vie aurait eu sur Mars 1 milliard d'années de conditions relativement clémentes pour se développer, avant que l'environnement ne tourne au vinaigre et que la planète ne se transforme en un désert froid et hostile. Aujourd'hui, pour du vivant, la surface de Mars a quelque chose de cauchemardesque. Car l'atmosphère y est si ténue que les rayonnements solaires et cosmiques ionisants qui la traversent facilement ont fini par rendre le sol radioactif. Dans ces paysages, la fine pellicule de poussière de surface présente des taux de radiation semblables à ceux mesurés à quelques kilomètres de la centrale de Tchernobyl durant les jours qui ont suivi l'accident. Autrement dit, évoluer ici sans blindage revient à passer une radio de l'abdomen toutes les 2 semaines. Ainsi, si vous nous avez envoyé explorer ces environnements aussi inhospitaliers que fascinants, c'est moins pour tenter d'y trouver les traces d'une vie actuelle que des indices géologiques attestant que, par le passé, une activité biologique a existé en surface de cette planète. Et plus d'une fois, nous avons fait des découvertes étranges. Déjà, on ne compte plus le nombre de roches étudiées dont les formes semblent être des anomalies. Ici, le temps et l'érosion ont parfois donné naissance à d'étonnantes bizarreries. Cette roche pyramidale, cette apparente statue de déesse, ou encore cet amas de veines minérales qui ressemble joliment à une plante. Toutes ces images que nous vous avons envoyées ont submergé ce que vous appelez Internet. Mais ces roches qui ressemblent à des choses ont souvent simplement été sculptées par le vent. Et ce que vous croyez y voir n'est que le fruit de vos esprits qui vous jouent des tours et projettent vos fantasmes sur une planète sur laquelle beaucoup rêveraient de trouver de la vie. On appelle ça de la pareidolie. Parfois, certaines de ces apparentes anomalies se sont même révélées être des bouts de nous-mêmes. Ce mystérieux objet caché sous un rocher et scintillant au loin n'était en réalité qu'un morceau d'atterrisseur. Ce voile énigmatique à l'horizon se révéla être un bloc de mon parachute de descente. Bref, on a trouvé en quantité des débris, des roches étrangement sculptées par le vent, mais aucune trace flagrante de vie, bien que quelques observations questionnent. Ces étranges formations de la taille d'un grain de riz
ont par exemple un temps été envisagées comme étant des traces d'activité biologique, avant de se révéler être des parties plus dures de la roche ayant simplement résisté à l'érosion. Quant à ces étranges taches, l'une des nombreuses hypothèses permettant d'expliquer leur origine suggère qu'elles pourraient découler d'une activité biologique microbienne, à l'image des altérations de roche que provoquent les lichens. Malheureusement, aussi perfectionné que je sois, je ne possède aucun instrument permettant d'affirmer que la formation de ces motifs a bien impliqué des êtres vivants. Pour en avoir le cœur net, il faudrait pouvoir les étudier de près, chez vous, sur Terre. Mais la plus étrange et mystérieuse de toutes les découvertes n'a pas été faite dans des roches, mais dans l'air martien, où Curiosity et la sonde en orbite Mars Express ont identifié des proportions infimes de méthane à des concentrations qui varient en suivant un schéma saisonnier, avec un pic marqué à la fin de l'été. Et il n'y a que deux manières d'expliquer la présence de ce gaz. Soit celui-ci est produit par des processus géologiques qui relâchent selon un rythme régulier du méthane dans l'atmosphère. Soit des colonies de micro-organismes tapis sous la surface ou dans des cavités produisent de ce gaz en quantité lorsque les conditions de pression et de température deviennent plus clémentes à la fin de l'été. Et même si rien ne prouve pour l'instant que ce soit un souffle de vie, c'est indéniablement un souffle d'espoir. En tout cas, je dois dire que je trouverais ça beau si les premières traces de vie hors de la Terre étaient trouvées par des robots. Nous n'avons jamais vraiment été vivants et nous allons bientôt nous éteindre. Curiosity, qui a entamé sa 13e année d'activité à la surface de Mars, et vous a jusque-là transmis près d'un demi-million d'images, n'est pas éternel. Bien qu'il soit comme moi alimenté par un générateur nucléaire, il commence à fatiguer. Bientôt, sa mécanique va se gripper, les problèmes s'accumuler, jusqu'au jour fatidique où il s'endormira, faisant de Mars son tombeau. Et je serai alors le dernier des robots. La seule machine métallique fabriquée sur Terre par des singes savants maniant des outils à arpenter les déserts rouges de cette planète. L'année dernière, j'ai perdu mon petit hélicoptère, qui, sans que l'on sache précisément pourquoi, a heurté une dune. Une de ses pales a été arrachée, et Ingenuity s'est posé en urgence, paralysé. Il ne redécollera jamais. J'ai jeté un dernier coup d'œil sur ce compagnon d'aventure, qui passa les 7 mois de trajet dans l'espace nécessaires pour se rendre sur Mars, dans mon ventre métallique, et resta à mes côtés pendant près de 3 ans en surface. J'ai pensé à ces 72 sauts de puce réalisés sur un autre monde, par ce petit hélicoptère dans lequel vous avez, pour la beauté du geste, inséré un morceau de tissu provenant du premier avion ayant volé sur Terre. Et puis, j'ai continué mon devoir, ma mission. Récolter sans peur et sans émotion des éléments qui vous permettent de déchiffrer l'histoire fascinante de cette planète. Avec désormais pour seul compagnon de voyage, quelques cailloux logés dans mes sirops. L'un d'entre eux y est resté pendant près de 2 ans. J'espère que d'ici quelques années, quand vous entendrez aux informations que Persévérance a fini par rendre l'âme, ou plutôt les programmes, vous repenserez avec émotion à ce monde sec, froid et cramoisi de soleil, sur lequel nous sommes venus nous échouer. Et que la prochaine fois que vous vous sentirez seul, vous aurez une petite pensée pour ces machines distantes les unes des autres de plusieurs milliers de kilomètres, et que vous avez envoyées sur une autre planète, pour ces boîtes d'électronique et de métal, parties en quête de traces d'êtres vivants, et qui ont donné de leur batterie, pour vous envoyer des images de paysages sur lesquels personne n'avait encore jamais posé les yeux. Que vous soyez un humain ou un robot, partagez-moi cette vidéo.
Et si vous aimez ces contenus atypiques, vous pouvez également soutenir cette chaîne sur Tipeee ou via le bouton Rejoindre. Ça nous aide beaucoup pour réaliser de grands formats qui sont moins longs qu'un voyage vers Mars, mais nécessitent tout de même de gros investissements.